Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans mes vidéos, je m'appuie souvent sur WAMP Server lorsque j'aborde l'installation d'applications web en local. Je trouve que c'est une solution simple pour tester un CMS ou pour s'initier au développement web pratiquement sans avoir à mettre les mains dans le cambouis. On installe WAMP Server sur notre ordinateur fixe ou portable et ça fait l'affaire dans bien des cas. On peut aussi avoir besoin d'une solution qui offre une plus grande flexibilité dans la gestion des applications et propose une meilleure interopérabilité entre différents systèmes. Vous avez entendu parler de Docker, du principe de conteneurisation et vous avez déjà compris les avantages que vous allez pouvoir en tirer. Dans cette vidéo, on apprendra à installer Docker Desktop sur son PC, à télécharger des images dans le Docker Hub, à créer des conteneurs et des volumes de données persistantes avec Docker Compose en prenant comme exemple la mise en place d'un site WordPress. On va donc se rendre sur le site de Docker. Avant de télécharger l'application, je vous conseille de prendre connaissance un peu des prérequis. On va aller dans Manuel, Installation Windows. Je vous recommande de lire la page, principalement les prérequis, à savoir qu'il faut au minimum Windows 10 64 bits, il faut activer la fonctionnalité WSL2 de Windows. WSL, c'est le sous-système Windows pour Linux. Il faut un processeur 64 bits, minimum 4 Go de RAM, actualiser la virtualisation au niveau du BIOS de sa carte mère, et avoir téléchargé et installé les mises à jour du NUMIOL Linux pour Windows. Si votre configuration répond à ces prérequis, vous allez maintenant pouvoir installer Docker Desktop. Le téléchargement prend quelques secondes et on va ouvrir le fichier exe. Ici, on s'assure que l'option WSL2 est bien cochée. L'installation est terminée, ça a pris environ 2 minutes sur mon PC. On clique sur le bouton Close pour terminer le processus d'installation et on a maintenant une icône sur le bureau. On va pouvoir lancer l'application. On accepte, bien sûr. Pour voir si Docker est en marche, vous verrez son icône en bas dans la barre de notification. Petite icône de baleine. Docker Desktop nous propose de faire un tour rapide de prise en main. Ça dure un peu moins de 2 minutes. Je vous le recommande fortement. Ici, pour les besoins du tuto, on va l'ignorer. On arrive maintenant sur l'interface de Docker Desktop. Pour pouvoir utiliser Docker, il est important de comprendre ce que sont les conteneurs, les images et les volumes. Une image, c'est un fichier qui contient tous les éléments nécessaires pour exécuter une application, y compris le code source, les bibliothèques, les dépendances, les variables d'environnement et les fichiers de configuration. On verra qu'on peut créer nous-mêmes une image Docker dans un fichier appelé Dockerfile qui contient les instructions nécessaires pour construire l'image. Pour l'instant, on va simplement aller les chercher dans le Docker Hub, qui est un registre dans lequel toutes les images publiques Docker sont stockées. Les conteneurs sont principalement créés à partir d'images Docker, ou compatibles. Un conteneur, c'est un peu comme une machine virtuelle, à la différence près, et c'est la différence avec Docker, que le conteneur ne contient que les éléments nécessaires à l'exécution de l'application, ce qui le rend bien plus rapide qu'une machine virtuelle. Les conteneurs permettent de créer des environnements de développement, de test et de production. Ils peuvent être dupliqués et déployés sur n'importe quelle autre plateforme ou une infrastructure compatible avec ces conteneurs. Pour simplifier, on peut considérer que les conteneurs sont un peu les enveloppes qui vont nous permettre de faire fonctionner les images, de dupliquer et de déployer notre environnement complet sur un autre système. Dans le monde de Docker, vous entendrez parfois parler de données persistantes et volatiles, de concepts stateful ou stateless.
Un conteneur ne doit pas stocker de données pérennes, car il les perdra, par exemple au prochain redémarrage. Si vous avez besoin que certaines données soient pérennes, qu'il s'agisse de fichiers ou même d'une base de données, il va falloir créer des volumes. Les volumes sont donc des espaces de stockage persistants et indépendants de la vie du conteneur, ce qui signifie que vous pourrez les retrouver même si le conteneur est supprimé ou recréé. De plus, les données peuvent être partagées entre plusieurs conteneurs. On va revenir quelques instants sur l'onglet Container. Et sur cette page, on nous propose d'essayer cette commande dans notre terminal. On ne va pas le faire tout de suite. On nous propose également de faire tourner quelques images, dont celle de Nginx. On va aller regarder ces images dans le hub pour voir un peu comment ça se présente. Je vous invite à lire le contenu de la page, mais surtout à vous inscrire sur le site si ça n'est pas déjà fait. J'ai déjà ouvert un compte depuis plusieurs mois avec une image dessus. On va aller dans la section qui va nous permettre de rechercher des images. On nous propose là un résultat d'environ 10 000 images. Je crois qu'il y en a quand même un peu plus que ça. On retrouve celle de Nginx. Alors on ne va pas les parcourir toutes. On a là une d'Apache ou MySQL. Il y a du WordPress, Debian, du PHP, Tomcat. On va retrouver Drupal, on va retrouver Joomla, on va en retrouver... bref, on est là sur des images officielles et elles vont nous servir soit à monter nos propres conteneurs, soit à monter nos propres images et on va voir comment ça se passe. L'interface graphique de Docker va nous aider à avoir une vue sur nos conteneurs, nos images ou nos volumes, mais vous allez voir que 99% des commandes vont se faire dans un terminal. On peut aussi réaliser quelques actions directement dans l'application Docker Desktop, mais on va être limité et ça va très vite devenir laborieux de jongler entre l'application et le terminal. Autant prendre tout de suite les bonnes habitudes. On va commencer par quelques commandes de base, je vous conseille de les retenir car elles vous seront indispensables dans tous vos projets. On a vu tout à l'heure à quoi ressemblait Docker Hub. C'est un élément fondamental de l'écosystème Docker. Docker Hub est une plateforme en ligne qui permet de stocker, de distribuer et de gérer des images Docker. Bien sûr, ces images, on va pouvoir les télécharger et elles vont nous être très utiles pour créer et déployer des conteneurs. La première commande qu'on va utiliser va donc nous apprendre à télécharger une image. On va ouvrir notre terminal et on va voir ça tout de suite. On va commencer par un grand classique, une image qui va afficher Hello World dans notre terminal. On va aller faire un tour sur le hub, histoire de voir si cette image existe bien. Vous avez peut-être déjà ouvert un compte, sinon je vous recommande de le faire. On va vérifier que notre image existe bien, Hello World. Et c'est une image officielle Docker. La commande pour la télécharger est là. On va la copier. Et on va maintenant pouvoir la saisir dans un terminal. Pour vérifier qu'elle existe bien dans notre ordinateur, on va écrire une seconde commande qui est Docker Image. On voit qu'elle existe bien, qu'elle porte bien sûr un nom et également un identifiant. La prochaine commande consistera à faire tourner cette image dans un conteneur. Pour ça, on va écrire Docker Run et le nom du repository. Cette image affiche Hello World from Docker dans notre terminal et nous explique que, pour générer ce message, Docker a suivi les étapes suivantes. En premier, Docker a contacté le démon Docker installé avec Docker Desktop. En second,
le démon Docker a extrait l'image Hello World du Docker Hub. Ce n'est pas tout à fait vrai puisqu'on l'avait déjà téléchargé en réalité et que le démon commence toujours par rechercher des images en local. Si elles existent, il ne les télécharge pas bien sûr. En 3, le démon Docker a créé un nouveau conteneur à partir de cette image et l'exécution de ce conteneur produit le résultat qu'on est en train de lire à l'écran. Et enfin en 4, le démon Docker a transmis le résultat au client Docker qui l'a envoyé à notre terminal. Dans cet exemple, le conteneur a été créé, il a été démarré, puis il s'est arrêté dès que le résultat s'est affiché sur notre terminal. La prochaine commande qu'on va apprendre va nous permettre de lister nos conteneurs. C'est docker ps-a. On peut voir qu'on a un conteneur contenant un ID en partant d'une image, qu'il n'est pas actif et qu'il porte le nom de Suite Lumière. On va essayer la même commande docker ps, mais cette fois sans le "-a". Et là, la liste est vide. La commande docker ps nous permet seulement de voir les conteneurs actifs, alors que l'option A nous permet de voir tous les conteneurs, qu'ils soient actifs ou pas. L'intérêt de l'image Hello World est assez limité. On va lancer une autre image, celle de Nginx, et ça va être un peu plus parlant. Ok, j'ai fait une bêtise, on va recommencer. Ça devrait aller mieux. On va élargir un peu la vue. Si on compare cette commande run à la précédente, on voit qu'on a ajouté deux options. La première option, -d ou -détache, va nous permettre d'exécuter un conteneur en mode détaché. En d'autres termes, on va pouvoir à nouveau utiliser l'invite de commande, même si le conteneur qu'on vient de lancer n'est pas encore terminé. La seconde option, -p, va nous permettre de rediriger un port de l'ordinateur vers un port d'un conteneur. C'est particulièrement utile lorsque vous souhaitez utiliser un serveur web, comme Nginx, pour exécuter un conteneur. Ça y est, on a lancé notre commande dans notre terminal, et là, il s'est passé plein de choses. Dans notre terminal, on voit qu'il a cherché l'image de Nginx en local, mais il ne l'a pas trouvée. Il a donc poolé, du verbe bien connu pouler, la dernière image de Nginx depuis le hub. On va vérifier que cette image a bien été téléchargée en faisant docker image. On va maintenant vérifier qu'elle est lancée dans un conteneur. Pour ça, on va saisir docker ps-a. On voit que le conteneur existe, que son statut indique up, donc qu'il est lancé, et qu'il s'exécute sur le port 8080. Pour le vérifier, on va ouvrir notre navigateur et dans la barre d'adresse, on va écrire localhost 2.8080. On est sur la page d'accueil de Nginx. C'est déjà un peu plus intéressant que Hello World. On va maintenant stopper notre conteneur et nettoyer un peu tout le bazar qu'on a mis dans Docker. Pour stopper notre conteneur, la commande est simple, docker stop et le nom du conteneur. Docker stop et le nom du conteneur. On peut prendre le nom, on doit pouvoir prendre aussi l'ID. On va vérifier qu'il a bien été arrêté en faisant docker ps-a. On voit que c'est le cas. On peut maintenant supprimer ce conteneur en tapant rm et le nom de l'ID du conteneur. rm pour remove. On peut aussi nettoyer notre système en saisissant docker system prune puis en validant. C'est ce qu'on va faire. On peut lire que cette action supprimera tous les conteneurs arrêtés, tous les réseaux non utilisés par au moins un conteneur,
toutes les images non utilisées et tout le cache de construction inutilisé également. Est-ce qu'on est sûr de vouloir continuer? Oui. On peut exécuter à nouveau la commande docker ps pour voir où on en est avec les conteneurs. Et là, on voit qu'il n'y en a plus. Est-ce qu'il a supprimé nos images? Elles sont toujours là. Parfait. On sait maintenant ce qu'est une image et où les trouver. On sait comment lancer un conteneur. On n'a pas encore vu comment créer un volume. Vous vous souvenez de l'intérêt d'un volume? On a parlé de stateful et stateless, de données persistantes ou volatiles. Les volumes vont nous permettre de stocker des données indépendamment des conteneurs. On va voir ça au travers d'un autre outil qui est Docker Compose et on va créer notre premier environnement web avec un des CMS les plus utilisés du moment. Il s'agit de WordPress. Docker Compose est automatiquement installé avec Docker Desktop. Au moment où j'ai fait cette vidéo, je suis sur la version 2.15.1. Pour le voir, il suffit d'ouvrir un terminal et de saisir docker-compose, espace-version, ou docker-compose, espace-v. Si vous avez une version V1 de Docker Compose, sachez qu'elle ne sera plus prise en charge à partir de juin 2023. Docker Compose est un outil permettant de définir et d'exécuter des applications Docker multi-conteneurs. On va devoir créer un fichier .yml pour configurer les services de notre application. Après, avec une seule commande, on va créer et démarrer tous les services de notre configuration. On va écrire notre premier fichier Docker Compose. On va ouvrir le logiciel dans lequel on écrit nos lignes de code. Moi, c'est Visual Studio Code. Vous, ça peut être Notepad, peu importe. Et on commence. J'ai déjà réalisé le fichier, on va le commenter ensemble. Dans la première ligne, on va spécifier la version du format de fichier Compose. Cette version est dépendante de votre version de Docker. Si vous avez un doute sur la version à utiliser, allez sur votre application Docker Desktop dans les préférences et cliquez sur Docker Engine. On va le faire là. Ici, on utilise la v20.10.22. On va se rendre sur le site de Docker et on va chercher la correspondance. Donc nous, on est sur une version 20.10.22. On voit qu'on peut utiliser la version 3.8 et la version 3.9, même si elle n'apparaît pas au moment de cette vidéo. Maintenant, on va définir les services, en fait les conteneurs, dont on a besoin. On va avoir besoin de 3 services. Le premier, ça va être la base de données. Le second, ça va être PHP-MyAdmin pour gérer la base. Et le dernier, ça va être WordPress. Je vais vous expliquer ce premier service. Donc on a un conteneur qu'on a appelé MariaDB et qui va fonctionner avec une image de MariaDB. Donc on va pouvoir utiliser une base de données. On lui a dit qu'il doit redémarrer automatiquement ce service s'il s'arrête, excepté s'il est arrêté manuellement. On définit des variables d'environnement pour MariaDB et pour notre base de données. On va monter un volume qui s'appelle wp_db et on lui indique le chemin des data MySQL et on va lui indiquer un réseau dans lequel nos services vont pouvoir communiquer. On va écrire notre second service, ici PHP-MyAdmin. C'est donc le nom de notre nouveau service qu'on va retrouver dans notre conteneur. On lui indique que PHP-MyAdmin dépend du service DB, qui est le service au-dessus, donc il ne peut être démarré que si le service DB est lancé. On détermine un nom du conteneur, on indique l'image qu'on utilisera, à savoir la dernière image de PHP-MyAdmin. On redirige le port 80 vers le port 8000. On lui indique qu'il doit redémarrer automatiquement ce service s'il s'arrête, excepté, comme tout à l'heure, s'il est arrêté manuellement.
on définit des variables d'environnement et on va lui indiquer le réseau dans lequel nos services vont pouvoir communiquer. C'est bien sûr le même réseau pour tous les services. On va rajouter une ligne pour bien les séparer. Et là, c'est notre dernier service, ici, notre CMS WordPress. Dans ce troisième service, on lui indique que WordPress dépend du service DB, donc qu'il ne peut être démarré que si le service DB est déjà lancé. C'est le nom de notre conteneur. On indique l'image qu'on utilisera, à savoir la dernière image de WordPress. On redirige le port 80 vers le port 8080. On lui indique qu'il doit redémarrer automatiquement ce service s'il s'arrête, excepté toujours s'il est arrêté manuellement. On définit des variables d'environnement pour la base de WordPress. On va définir l'endroit où vont être stockés les fichiers qu'on veut permanents, les médias, les templates. Et on va lui indiquer le réseau dans lequel nos services vont pouvoir communiquer. C'est pas tout à fait terminé. Dans les services, on a fait référence à un réseau et à des volumes. On doit maintenant les définir. Le premier volume, c'est pour la persistance de la base de données. On lui indique le chemin. Le second volume, vp_file, c'est pour la persistance des données. Et on lui indique encore une fois le chemin. On lui indique le nom du réseau, wp. Notre fichier est maintenant complet. On va pouvoir l'enregistrer dans le dossier de notre choix. Moi, j'ai un dossier spécifique pour mes tutos, je vais l'enregistrer dans ce dossier. J'attire votre attention sur l'indentation du fichier Docker Compose. Vous devez vraiment respecter sa syntaxe, sachant que s'il y a un espace en trop ou en moins, vous ne pourrez pas lancer votre fichier Docker Compose. Je vais aller dans mon dossier. Mon Docker Compose est bien là et je vais maintenant créer mes volumes. C'est bon, ils sont bien là. Je vais les vérifier entièrement. Si je tape le bon, ce sera mieux. Ok. On est dans le dossier où se trouve le fichier Docker Compose. On va maintenant pouvoir le lancer. Donc on va faire Docker-compose up-d. Il a été téléchargé les images et il a créé les conteneurs et c'est fait. On va vérifier en faisant docker ps. On a nos trois services, PHP MyAdmin, WordPress, MariaDB et tous les trois sont lancés. On peut aller voir de la même façon nos images. Vous vous souvenez, Docker Images. De la même façon, on a nos trois images. On va fermer notre terminal et on va aller faire un tour dans Docker Desktop. On retrouve nos conteneurs. On retrouve les trois images. Et on a nos deux volumes. On va aller faire un tour du côté de PHP MyAdmin. On va prendre l'utilisateur root. Je me souviens plus ce qu'on lui avait donné comme mot de passe. Et bien password. Donc, et on voit qu'il a créé une base de données DB WordPress. Pour l'instant, bien sûr, elle est vide. Maintenant, on va pouvoir lancer l'installation de notre WordPress. On a terminé l'installation, on va se connecter sur notre back-office.
On a un WordPress tout neuf. Il n'y a absolument rien dedans. On va lui ajouter un média. Tiens, ça, nickel. On va quitter WordPress. Et aller voir un peu ce qui s'est passé au niveau de la base de données. C'est bon, elle a bien été complétée. Et on va aller voir également au niveau de notre volume. On voit qu'on a bien un dossier 2023, février. Et on voit qu'on a bien maintenant l'image qu'on a uploadée dans WordPress. On peut éteindre nos conteneurs, on peut même les supprimer. Tant qu'on n'aura pas supprimé les volumes, nos données seront toujours là, qu'il s'agisse des images ou des bases de données. Nous n'avons vu là qu'une petite partie de Docker. Il y a encore de nombreux thèmes à aborder, comme la création de vos propres images, savoir comment les partager, comment les déployer, comment installer un certificat SSL, bref, les sujets ne manquent pas. Peut-être que ce premier tuto sur Docker vous a donné envie d'en savoir un peu plus. Dans ce cas, n'hésitez pas à me le faire savoir et je me lancerai dans une suite. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.